Bonsoir à tous, il est 18 h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, salue la mémoire du défunt Moujahid général-major à la retraite, Abdeslam Bouchareb. Il est décédé hier à l'âge de 85 ans. L'Algérie, à travers l'Armée nationale populaire et le Croissant rouge algérien, exprime sa solidarité avec le peuple nigérien en cette période de confinement. 27,3 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées aujourd'hui à partir de la base aérienne de Boufarik. Le dossier agriculture de ce vendredi nous conduit à la vallée du Mzab où des dizaines d'hectares inondés par le soleil produisent une pastèque et un melon de qualité. Sur les plaines de Bab el-Assa à Tlemcen, les vaches pâturent en plein air pour assurer une production de lait en quantité suffisante. On commémore aujourd'hui le 72e anniversaire de la Nekba. L'occasion pour nous de vous proposer un reportage d'une famille palestinienne qui vit dans l'exil. Un reportage à suivre de l'envoyé spécial de la télévision algérienne à Gaza, Wissam Abou Zaïd. Et enfin, le confinement a changé nos habitudes. Beaucoup d'entre nous se découvrent des passions comme le jardinage. Nous verrons à la fin de ce journal les Algériens qui ont la main verte et qui apprennent à cultiver la patience. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message de condoléances et de compassion à la famille du Moujahid général-major à la retraite Abdeslam Bouchareb, décédé hier. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué la loyauté et le dévouement du défunt, que Dieu ait son âme, lorsqu'il était Moujahid dans les rangs de l'armée de libération nationale, puis officier supérieur à l'armée nationale populaire. Des qualités l'ayant érigé en modèle pour les Moujahidines fidèles et les nationalistes intègres qui ont servi leur patrie jusqu'à ce que la mort, qui n'épargne personne, l'ait emporté. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant le Tout-Puissant d'apaiser leurs souffrances et d'accueillir le défunt parmi les saints, les martyrs et les pieux au visage éclairé, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le Moujahid Abdeslam Bouchareb a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia. Il est décédé hier à l'âge de 85 ans, né à Ain Oulmen, dans la wilaya de Sétif. Le regretté a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale dans la troisième région de la première zone de la wilaya historique 1. Après l'indépendance, le défunt a poursuivi son parcours militaire dans les rangs de l'armée nationale populaire où il a assuré plusieurs postes, dont celui de directeur de la communication et de l'information au ministère de la Défense nationale avant d'être promu au grade de général-major. Dans l'actualité de ce vendredi, dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre le peuple algérien et nigérien, une cargaison de 27,3 tonnes d'aide humanitaire a été envoyée aujourd'hui aux pays voisins. Cette aide est composée de produits alimentaires divers et de produits pharmaceutiques offerts par le Croissant rouge algérien. La cargaison a été acheminée à bord d'avions de transport militaire à partir de la base aérienne de Boufarik, de Blida, première région militaire. A noter qu'un premier lot d'aide humanitaire a été envoyé hier vers le Niger, composé également de 23,5 tonnes de produits alimentaires. Cet élan de solidarité démontre encore une fois les efforts consentis par l'armée nationale populaire dans l'accompagnement des actions humanitaires en soutien aux efforts du Croissant rouge algérien. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus a tenu son point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie en Algérie. Le dernier bilan avec le porte-parole de ce comité, le docteur Jamel Foura. Je vous propose de l'écouter. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 187 nouveaux cas, 113 patients guéris, 21 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec les 187 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 6629, répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 15 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 11 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Alger, Oran,
Sétif, Constantine et Adrar ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 7 nouveaux décès enregistrés, 2 à Constantine et 1 à Alger, Djelfa, Mascara, Mila et Sidi Bel Abbas. Le nombre cumulé de décès est de 536. 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 11 246 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 271, dont 113 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 21 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, en cette période décisive, la situation actuelle de l'épidémie interpelle les citoyens à l'effet de respecter les recommandations relatives aux mesures de prévention et de confinement pour limiter la propagation de l'épidémie et préserver la santé de la communauté. Et dans la lutte contre le coronavirus, chacun ses armes. 5 communes de la daïra de Chiraga ont sorti les grands moyens, vous allez le voir, pour désinfecter les entrées des immeubles, les rues, encore les aires de jeu. La protection civile et la gendarmerie nationale leur prêtent main forte. Reportage de Fatima Zohra Benfajela, commentaire signé Raouf Hamouch. Une large opération de désinfection a été lancée dans les différents quartiers de la commune de Chiraga dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes à la daïra de Chiraga. On se tient au programme qu'on a établi avec les différentes parties. On a dispatché les équipes afin de désinfecter les 5 communes de la daïra. Sous les directives du wali délégué, pour mener à bien notre mission de désinfection, nous avons établi 65 points au niveau de la commune de Ouled Fayed. Une opération de désinfection qui concerne les bâtiments ainsi que les principaux carrefours de la daïra. Des éléments de la gendarmerie nationale et de la protection civile ont participé à cette opération. C'est une bonne initiative qui nous permet d'être ensemble pour un même objectif. En ce temps de crise sanitaire, tout le monde se mobilise dans la lutte contre cette épidémie, mais la prévention reste le maître mot pour endiguer la propagation de Covid-19. Et nous emmenons maintenant à Tlemcen sur les plaines de Bab el Assa. Les vaches de Merci El Hajj ne sont pas concernées par le confinement, vous allez le voir. Elles pâturent en plein air. L'exploitant a reçu des autorisations spéciales de la part des autorités locales pour continuer ses activités. Reportage de Mohamed Selmi, commentaire signé Amel Bouaqba. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, ce fermier passe en confinement sanitaire entouré de ses vaches et de ses arbres fruitiers. Merci El Hajj profite de cette période d'isolement pour développer son exploitation agricole qui s'étend sur une superficie de 40 hectares située dans la région frontalière de Slem à Tlemcen. Je suis confiné dans ma ferme. Le seul contact que j'ai, c'est avec mes employés. Ces derniers respectent scrupuleusement le confinement sanitaire et les mesures d'hygiène, notamment dans la traite des vaches. Nous exerçons l'activité agricole de père en fils. C'est un métier que nous faisons avec passion. Le ministère de tutelle salue les efforts consentis par ce fermier, assurant que ce genre d'exploitation agricole bénéficie de soutien et d'accompagnement total de la part des pouvoirs publics. On leur a délivré des autorisations exceptionnelles pour leur permettre d'exercer leurs activités. Il faut savoir que l'agriculture n'est plus à l'état traditionnel, mais elle s'est développée et fait appel aux techniques modernes. Malgré l'importance de son projet, Merci El Hajj est confronté à certaines difficultés qui le pénalisent. Il n'y a pas de piste rurale. Lorsqu'il pleut, je suis complètement bloqué. Je ne peux pas acheminer le lait. De même, il y a le problème de l'électricité rurale qui persiste. Le problème, il est pris en charge, il est inscrit en cours de réalisation. فيما يخص الكهرباء الفلاحية كان الحقيقة المستثمر دار مجهود ودخل الكهرباء بأمواله الخاصة لكن من بعد il s'est avéré que la tension chutate, le problème il est pris en charge كذلك. En dépit de la conjoncture difficile et des multiples entraves, ce fermier a fait de son exploitation un bel exemple de réussite. Ses paysages et ses belles vaches laitières lui procurent un bien-être et un apaisement sans égal que beaucoup envieraient
en cette période de confinement. Place maintenant à la culture de pastèques et de melons à Ghardaya qui est abondante, il faut le dire. 1400 hectares de culture sont inondés par le soleil, gorgés d'eau. Une très bonne qualité de Hassil Fhel qui trouve preneur dans les 4 coins du pays. Nassima Imloul. Devenue très rentable, la culture de la pastèque qui se fait dans les régions du sud, notamment dans la localité de Hassil Fhel à Ghardaya, est étroitement liée à la présence d'une importante ressource hydrique souterraine mobilisée par les puits de surface et les forages, ainsi que par un sol chaud riche en minéraux. La production a dépassé toutes les espérances des agriculteurs cette année et est destinée principalement au marché national. Cette saison, la production est abondante, plus que nous l'avions imaginé. C'est très encourageant pour nous. La quantité est d'environ 1400 quintaux. La superficie consacrée à la pastèque est d'environ 400 hectares et pas moins de 200 hectares pour le melon. La pastèque de Ghardaya, notamment celle de Hassil Fhel, de gros calibre, se caractérise par sa précocité et son goût gustatif, très apprécié par les consommateurs, a acquis une réputation nationale, comme en témoignent les nombreux camions immatriculés dans différentes wilayas du pays, venus pour s'approvisionner en pastèques. Je suis commerçant de Tissimsilt. Je viens chaque année m'approvisionner en pastèque. La qualité de la pastèque de Hassil Fhel est de renommée nationale. Nous venons de Mesranem pour transporter la pastèque. Nous sommes des habitués. Ici, la qualité de la pastèque est incomparable. Je suis venu de Relizan. Ici, à Hassil Fhel, la production est abondante et très variée. La pastèque est perçue comme une filière porteuse à Ghardaya. Les agriculteurs s'investissent de plus en plus dans sa culture en vue des revenus assez substantiels qu'elle génère. L'huile d'olive algérienne, officiellement élue la meilleure huile d'olive au monde. L'Algérie a en effet décroché 4 prix dans 2 médailles, l'une en or et l'autre en argent au 18e concours international des huiles du monde organisé par l'Agence de valorisation des produits agricoles qui se déroule à Paris. L'huile d'olive algérienne a obtenu une médaille en or décrochée par l'olifacteur de la wilaya de Buira pour son huile dénommée Azmour. La médaille d'argent a été décrochée par la Sarle Arba Olive de la wilaya de Blida pour son huile du même nom obtenue dans la région Mur, dans la section Mur léger. Bravo donc aux gagnants et au savoir-faire des artisans algériens. Tout à fait. Autre chose à présent, pas question d'avoir une année universitaire blanche. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Shamsuddin Chitour, rassure les cours pourront reprendre en mois d'août. Mounana Ouelhamoudi. L'année universitaire 2019-2020 redémarrera vers la fin août si tout va bien. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Enseignement supérieur en marge d'une conférence débat. On peut comprendre, effectivement, vous avez raison, que certains n'aient pas accès. Mais il faut qu'ils fassent l'effort. J'ai dit, vous aurez le contact avec votre professeur par Internet classique. Mais dans tous les cas de figure, c'est une étape. Si tout se passe bien, vers la fin août, on redémarre l'année. Et pendant près de 2 mois, on va rattraper le retard. Et ensuite, on fera les examens. Le ministre a félicité la communauté universitaire pour les efforts fournis pour faire face à la pandémie. Il a ajouté que son département ne ménagera aucun effort pour faire émerger ses compétences. S'agissant des élèves de dernière année, nous allons faire le maximum pour les aider à trouver un emploi dans le cadre des micro-entreprises, des start-up. Et là, c'est à nous de faire preuve d'imagination pour leur donner des sujets appliqués qui peuvent déboucher sur une start-up et peut-être une micro-entreprise. Pour ceux qui soutiennent leur thèse cette année, le ministre les a appelés à faire un effort personnel et résumer la thèse en anglais en 10 pages. Pourquoi 10 pages? C'est la taille d'une publication scientifique. Et nous devons valider le savoir dans des revues pour dire oui, c'est un travail de qualité. Par ailleurs, le ministre a évoqué les défis de l'université du futur qui exigent d'elle d'être à l'écoute de la demande industrielle.
Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la continuité de l'opération de ratissage et de fouille dans la commune de Zedine de la wilaya de Ain Defla où un terroriste a été abattu le 12 mai dernier. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui. Un autre terroriste est saisi à un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions et une grenade téléphone portable. Cette opération, toujours en cours, réitère encore une fois la détermination des unités de l'armée nationale populaire à traquer les criminels jusqu'à leur totale éradication et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national, ajoute un communiqué du ministère de la Défense nationale. La Palestine commémore aujourd'hui le 72e anniversaire de la Nakba, une catastrophe humanitaire qui a poussé à l'exode plus de 700 000 Palestiniens à l'époque. Le nombre de ces réfugiés est estimé aujourd'hui à 6 millions. L'envoyé spécial de la télévision algérienne, Wissam Abou Zaid, a rendu visite à une famille originaire de la ville de Mejdel qui caresse toujours le rêve de revenir au pays. Commentaire signé Moulana Ouel Hamouti. 72 ans se sont écoulés après la Nakba, l'exode qui a contraint plus de 700 000 Palestiniens à quitter leurs terres vers les secteurs de contrôle arabe et les pays voisins. Aujourd'hui, cet octogénaire montre avec précision, mais aussi avec beaucoup d'amertume, l'emplacement de son vieux village sur la carte, sa terre natale qu'il a quittée il y a 72 ans de cela. En cette période, l'occupant avait perpétré 2 massacres contre le peuple palestinien. Le premier, dirigé par Menachem Begin à Deir Yassin, et le deuxième a été mené par Ishaq Shamir dans la région de Gibia. Durant ces massacres, les Juifs avaient commis les crimes les plus abjects. Des bébés ont été tués alors qu'ils s'accrochaient à leurs parents et des femmes enceintes ont été éventrées. Leur but étant de terroriser les villageois pour les pousser à quitter leurs terres. El Mejdel, le village natal de cette famille, n'est pourtant qu'à quelques kilomètres de la bande de Gaza où elle habite actuellement. Mais l'occupant israélien les a séparés pendant plus de 7 décennies. Le rêve de retourner à la terre natale ne les quitte pas. Comment peut-on oublier le lieu où nous sommes nés, où nous avons grandi? Cette terre qui nous a nourris de ses biens nous a été arrachée par les sionistes et leurs alliés anglais et américains. Tout l'Occident a soutenu les Juifs et a reconnu Israël comme État. En 1948, près de 400 villages palestiniens ont été abandonnés, évacués ou détruits. Aujourd'hui, près de 6 millions de réfugiés palestiniens sont répartis sur 5 régions et pays voisins dans des camps de réfugiés où les conditions de vie sont déplorables. Témoins des crimes de l'occupant israélien et de la tragédie du peuple palestinien exilé, ces camps de réfugiés seront peut-être un jour le chemin que parcourront des générations palestiniennes pour retourner dans leur terre natale. Voilà pour ces propos recueillis par le correspondant de la télévision algérienne dans Gaza. Le monde fait face à la plus grande crise sanitaire de son histoire. Ce sont plus de 303 000 personnes qui ont perdu la vie. L'économie mondiale est sous respirateur. Pendant ce temps-là, l'Organisation mondiale de la santé avertit que la pandémie du Covid-19 serait susceptible de saper les capacités de nombreux pays africains à nourrir leurs citoyens au moment où l'activité agricole reconnaît de multiples perturbations. La directrice régionale du bureau de l'OMS pour l'Afrique rappelle que la maladie respiratoire virale pourrait entraver les efforts pour faire face à la crise de la pandémie, de la faim et de la malnutrition dans le continent africain. Et le saviez-vous, c'est qu'au XIe siècle, la plus grande métropole du Maghreb s'appelait Qal'at Banu Hamad. La cité est aujourd'hui classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour que nul n'oublie l'apport de cette cité à la civilisation humaine, un musée de la Qala est érigé dans la wilaya de Msila. Il regroupe des trésors inestimables. Découverte avec Hicham Daou. Érigé en 1007 au nord-est de la wilaya de Msila par le prince Hamad, fils de Boulourin ibn Ziri, fondateur d'El Jazair. Et contrairement à la citadelle d'Alger, qui fut construite pour protéger la ville, la Qala de Banu Hamad était une ville à part entière, rehaussée au rôle de métropole à la deuxième moitié du XIe siècle. À la deuxième moitié du XIe siècle, la métropole de tout le Maghreb, c'était la Qala de Banu Hamad. La Qal'a de Banu Hamad était bordée d'une large enceinte en pierre,
comportant 3 portes principales. Chaque quartier était doté d'un palais, comme le palais du lac, le palais de la mosquée et le palais du Manar. D'après les historiens, le palais du Manar est considéré comme étant le premier noyau urbain de la cité. Non loin de la forteresse, le musée de la Qal'a abrite des vestiges qui témoignent de l'ampleur culturelle de cette médina durant la période médiévale. La Qal'a de Bani Hamad était un grand centre de la céramique à l'époque médiévale. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons de la céramique avec des motifs différents, géométriques, des figurations anthropomorphes, donc humaines, chose qui était très rare à l'époque. Nous avons ici, comme vous pouvez le voir dans ce tesson, une calligraphie, mais ce qui a été ordonné, Mimma Amara bihi, ce qui certifie l'existence d'un atelier royal à la Qal'a de Bani Hamad. C'est de la céramique avec un reflet métallique, chose qui est très rare en Afrique du Nord. Au courant du XIIe siècle, la puissance de la ville commença à décliner et finit par être pillée et détruite. Les rares vestiges qui résistent aujourd'hui à l'assaut du temps témoignent qu'un jour, et dans ce même lieu, a régné une civilisation qui a pu influencer toute l'Afrique du Nord. Voilà, avec ces images de notre riche patrimoine, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Sahaf Tolkom, belle soirée.